Hola, ¿qué tal todo? Alors, je voulais reprendre 3 scènes avec vous de Foria, parce qu'en fait, vu que j'arrête pas de bosser dessus, pour ceux qui me suivent aussi sur les réseaux depuis quelques jours là, voilà, bref, petite phase d'obsession. Bah, résultat, je revois des scènes, parce qu'à force de monter, soit le react, soit des trucs, je suis en mode machin, et j'ai grave dépensé où en gros, on aurait pu passer un cap supérieur en termes d'analyse, et là, il y a notamment 3 scènes sur lesquelles je voulais revenir avec vous. Alors, pour ceux qui ont vu l'épisode, il y a la toute scène d'intro avec la voiture, celle où elle monte sur l'espèce de par-dessus le mur des USA de Mexique. La scène, juste l'image, plus que la scène de repas à table avec les Mormons qui dure quelques secondes, pareil, juste après justement ce moment dans le désert. Et la scène de Cassie et Nate à table où on avait parlé un petit peu de la manipulation. Hop, et c'est parti. Alors, je vous fais mater la séquence d'un coup comme d'habitude et après on met pause. Donc elle est très courte, vous allez comprendre. Alors, déjà, si on part juste sur l'aspect de la bipolarité. Alors moi, là où je trouvais ça assez intéressant, c'est que premier épisode, saison 1, épisode 1 de Foria, on a la voix off de Rue qui nous explique comment elle est née, donc on est sur la naissance, et notamment presque 3e ou 4e phrase du dialogue, elle parle du fait qu'elle est diagnostiquée en tant que femme bipolaire. La bipolarité, rapidement, si on vulgarise, et même j'ai envie de dire pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est ce qu'on appelle faire des hauts et des bas. Donc avoir des phases où, si on caricature, encore une fois, de manière bête et méchante, des phases où on est très joyeux et des phases où on est très triste. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. La joie va plus vers le côté de ce qu'on appelle la manie. Donc ça veut dire le fait que tu n'arrives pas à contrôler justement tout et que tu peux avoir une pensée qui est en dehors de toute réalité, j'en sais rien. Attention là, je vais donner des exemples, mais pareil, la bipolarité, on est tous différents. Ça peut amener justement des personnes très différentes qui n'agissent pas de la même manière. Il y a déjà plusieurs types de bipolarité. Il y en a certaines qui vont plus vers le bas, d'autres plus vers le haut, d'autres c'est aux deux extrêmes, d'autres c'est un peu plus petit, mais bon, ça reste handicapant toujours. Et les phases de manie, on n'a pas tant vu en faire que ça, on a vu plus peut-être hypomanie. Si je vous montre en gros, ça c'est sur une frise. On va dire, quelqu'un de sain, il fait des petits trucs comme ça. Logique, il y a des moments où dans notre journée ou dans notre vie, on est plus ou moins triste et content. Quelqu'un de bipolaire de type 2, typiquement, partirait vachement plus vers le bas, monterait plus que quelqu'un de normal vers le haut, mais sans exagération. Par contre, les bas, vous voyez, ils vont très bas. Là où un bipolaire de type 1, par exemple, montera très très haut et pouvoir descendre très très bas. Et après, il y a cyclotimique, ça va très vite. En gros. Et il y a borderline où là c'est dans la même journée, mais c'est ça, il y a d'autres choses rajoutées. Borderline ne fait pas partie de la bipolarité, par contre il y a des similarités qu'il ne faut pas nier. Et donc en gros, pour moi, c'est vrai qu'en y repensant et en remontant, j'étais mais ça c'est une magnifique métaphore de la bipolarité. Tu montes et tu redescends. Mais là, la voiture reste bloquée. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Là typiquement, c'est peut-être qu'il y aurait, là je reprends mes notes, une phase haute prolongée. Donc, visuellement, là, on l'a pas trop eu. Je dirais, elle parle vite, parce que souvent, on a une logorée quand même très, très efficace et rapide pendant ces trucs-là. Et aussi, un enchaînement d'actions sans pause. Pour moi, on n'en est pas là. Par contre, il y a un truc qu'on a relevé dans tout le long de l'épisode et qu'on a répété plusieurs fois, c'est putain, mais elle a aucune conscience du danger, elle est dans un truc impulsif où elle se rend pas compte. Donc ça pourrait être un petit peu ces aspects-là qu'on a vu et analysé. Vous savez, quand je vous ai dit putain, elle rentre dans la soirée, elle voit un mec chelou qui est là, elle a yo, comment ça va, je sais pas quoi. Genre, il y a un moment où lis les signes, tu vois ce que je veux dire? Genre, oh, j'ai envie de faire pipi, d'accord, tu vois, tu rentres une soirée, tu vois que c'est un gros truc comme ça. Des gens normalement constitués neurologiquement auraient plus tendance à se dire il y a un risque, peut-être que je vais pas m'attarder ici. Là où quelqu'un qui n'y voit pas du tout, au contraire, va se laisser emporter soit par les pensées, soit par l'énergie, soit va avoir 10 minutes dans sa tête, donc bim 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 bim, donc forcément il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on pourrait voir aussi des comportements extrêmes à risque, c'est-à-dire se mettre de plus en plus dans des choses dangereuses, ça c'est un peu ce qu'on revoit, et une rupture avec la réalité. Il y a moyen de remettre la scène où elle a failli tomber en sortant de la voiture? Ouais. Et par contre, le fait qu'elle reste bloquée. Et le fait surtout qu'elle redescende à pied,
ça veut dire un changement de mécanique. Ça veut dire pour moi, là où habituellement elle montrait, elle descendait, comme d'habitude, là il y a un truc qui va pas. Là elle reste bloquée et il y a une mise en danger. Donc il y a un changement de système et de cadre. Donc comment ça pourrait se représenter en cinéma, j'en sais rien, changement de système et du cadre. Justement, soit elle est totalement... si je considère que j'ai pas vu l'épisode, soit elle est totalement démunie, elle a plus aucun repère de la réalité parce que justement elle est en phase maniaque et bim bam boum elle part en cacahuète. Et alors là il n'y a plus de notion de réalité du tout, j'en sais rien, elle se retrouve à vendre de la drogue, à devenir proxénète, je dis n'importe quoi, etc. Là où je pense plus que ça va aller, c'est qu'elle aimerait, vu qu'on avait quand même tout un axe sur la spiritualité dans cet épisode, et que c'est quand même un thème sous-jacent d'Euphoria qui est là depuis le début, mais qui n'avait pas été concrètement exploité, ça pourrait être une redescente justement plus fiable, où elle se repose sur ses propres jambes, et pas sur une machine, un système, entre guillemets. Donc c'est soit on va en dehors du système au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'elle ne compte plus que sur elle-même et sur ses outils et sur sa propre valeur en tant qu'humaine, soit elle sort du système, et alors là, elle sort du système, c'est dangereux. C'est très très dangereux, parce que sortir du système de tes boucles, si elle a réussi à rester en vie jusqu'à maintenant, le fait de sortir, ça veut dire quoi? T'es en dépression, tu vas prendre 45 cachetons et pas sortir de ton lit, comme je le disais dans ma théorie un petit peu, où si Roux était triste et elle s'était abandonnée. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu mes théories sur TikTok, on voit bien qu'on est dans un entre-les-deux, c'est-à-dire entre la trajectoire qui la sauve et la trajectoire qui la détruit. C'est là où personnellement je trouve qu'il y a un problème d'écriture, c'est que d'un côté on voit qu'elle a arrêté de taper, qu'elle veut se retrouver un petit peu elle-même et dans la religion, etc. Et d'un autre côté on voit tout un aspect où le côté drogue, quand elle rencontre l'espèce de chétan là dans sa villa, plus tard dans l'épisode, limite elle devient poteau avec lui et elle lui propose de devenir un agent ou je sais pas quoi. C'est là où je trouve pas ça très très réaliste. Ou alors on est dans une phase maniaque mais c'est pas assez montré. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là. Elle a failli tomber du côté droit du plan. Ok. Donc elle est sortie. Au moment où elle est tout en haut, elle risque de tomber. Donc tout en haut, comme on a dit, c'est là où on n'est plus face à la réalité, où on paraît bien, parce que justement on est très efficace dans beaucoup de choses. Donc là on a quand même vu un petit peu ligné dans la suite de l'épisode où la gamine... voilà, elle est là, hein, dans le sens où les projets ils sont là, elle fait la mule, elle fait machin. En termes d'action, il y a des actions. On n'a pas la roue qui est, comme il y avait certaines scènes, dans son lit en train de regarder la télé-réalité pendant 4 jours, entre guillemets. On est plus vers cette roue-là qui a de l'énergie. Et en même temps, donc il y a sous toute cette ambivalence-là, et ça voudrait dire une chute désorganisée, violente et imprévisible. Pas une dépression propre. Donc ça voudrait peut-être dire que la chute ne vient pas du cerveau, parce que si la voiture représentait le cerveau et la mécanique de tu montes et tu descends qui était basique, et là le fait qu'elle sorte de la voiture, ça pourrait dire que la chute vient du réel. Donc il se passe quelque chose, non pas en termes de bipolarité, mais il y a peut-être quelque chose de l'extérieur qui va la pousser à avoir un changement d'état. Ensuite, petit truc par rapport à l'absence de descente, ça peut aussi être une lecture de la mort. On a parlé de la petite théorie comme quoi Roux serait morte depuis la saison 2, je sais pas, 4 qui tourne sur internet. Là, ça pourrait être quelque chose aussi qui nous annonce la mort de ce personnage, parce qu'elle monte, vu qu'il y a quand même tout un aspect de la spiritualité, comme on en a parlé aussi dans cet épisode-là et même dans la série. Ça pourrait être justement le fait qu'elle monte au ciel, mais en fait qu'elle y reste bloquée, ce qui peut représenter aussi une Audi. Quand on prend de la drogue, il y a cette sensation, on entend souvent les mots de montée et de descente. Ah, je suis en up, oh là là, je suis trop défoncé, nanana, oh putain, je suis en phase down, le monde il est merdique, je sais pas quoi, blablabla. On entend, c'est beaucoup des mots qu'on utilise, mais qui sont aussi très proches justement des schémas bipolaires. Donc encore une fois, ce up pourrait représenter beaucoup de choses. Non plus, donc le fait qu'il n'y ait plus de cycle, qu'il n'y ait plus de régulation, et surtout qu'il n'y ait plus de retour. Donc ça serait soit une mort symbolique, soit une mort réelle. Donc si elle ne redescend jamais, ça veut dire qu'elle serait perdue directement dans un cycle. Donc voilà. Voilà. Dernière chose peut-être que... Ah non, j'en avais plusieurs, putain. Alors addiction, vu que je voulais amener... En fait, si on parle de l'addiction, la rampe, ça pourrait être la solution. Donc la drogue, c'est la béquille. Vous voyez, la béquille pour pouvoir traverser une montagne. Hop là, on va se servir de ça comme solution de facilité. On va pas escalader, on va monter. Donc la solution rapide, le passage facile et l'illusion de contrôle. On arrive en haut, boum, on est bloqué. Et donc, là on se dit, bon, je gère. Ce qui est la base de l'addiction. C'est que même quand on est en haut, tu te dis, bon, je gère, tout va bien.
mais non, je prends pas tant que ça, mais non, c'est pas tant que ça dans mon budget, mais non, etc., etc., etc. Et l'abandon de la voiture, ça serait concrètement une perte de structure. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Perte de structure et éventuellement une perte de cadre, une perte de direction, ce qui représentait soit un isolement, soit le côté justement perte de direction. On a vu que là, elle était en ambivalence entre le fait de vouloir vraiment avoir un mode de vie sain et avec la spiritualité, un job différent. Elle a changé ses fréquentations aussi de ce qu'on avait compris et bim, là, elle se fait rattraper par son ancienne vie, donc avec Laurie qui évite à des dettes, etc., etc. Et donc ça pourrait se transformer justement en perte de repères, moment d'errance et surtout cette ambivalence encore entre le tout ou rien. Et la descente à pied, ça serait un comportement typique pour représenter l'improvisation, l'impulsivité, et surtout, en gros, vous savez, quand on descend, c'est un peu la survie. Là, elle descend à pied, elle a plus de voiture, on voit qu'elle est toute seule dans un immense désert, ce qui représente un petit peu la complexité de son avenir face à cette situation. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu bien. Et attendez, j'ai pas fini, j'en ai écrit des choses. C'est parce qu'en fait là il est en tout petit, je l'ai mis comme ça sur mon truc comme désolé, il y a quelques notes. Je pensais que c'était la plus courte des scènes que j'avais analysées, finalement j'en ai dit des choses. Donc il y avait bipolarité, qu'est-ce que je vous ai pas dit, rupture de trajectoire, ça on s'en fout. Ah non, pas mal. J'avais aussi dit que ça pouvait représenter, vous savez, là on est du passage de la frontière mexicaine à la frontière américaine. Et donc je me suis dit, si on le prend juste de manière brute, qu'est-ce que traverser une frontière, l'expression voudrait dire. Et donc, ça serait traverser la frontière des vices, du viable. J'ai pas le vocabulaire, mais vous voyez l'idée, le côté où briser une limite, soit une de ses limites, soit une limite sociétale. Vous voyez, j'en sais rien. Passer du côté de l'illégalité, comme on a vu que ça allait peut-être être amené dans cette saison, ou alors, j'en sais rien, passer une limite, par exemple, une roue qu'on a toujours vu, par exemple, on a commencé à avoir un petit truc, on s'était posé des questions par rapport à sa sexualité, où elle paraissait beaucoup plus enclin à une sexualité engagée que dans les précédentes saisons, où il y avait même peut-être un discours en rapport avec la sexualité, peut-être pas totale, mais en tout cas, il y a un ressenti tel quel, où elle exprimait qu'elle avait un comportement bizarre face au désir et l'attraction d'autrui. Donc, quand on dit passer un cap, ça voudrait dire quand même, justement, passer une frontière, aller de l'autre côté, avoir concrètement un changement de comportement de roue dont on ne serait pas prêt. Et ça pourrait être, là je vous le dis tel que je l'avais écrit, moment de bascule dans l'illégal, un moment où la vie normale est abandonnée et un point de non-retour social. Un point de non-retour social, ça c'est mieux exprimé que ce que je viens de vous dire. Donc en gros, avant elle se détruisait petit à petit, maintenant c'est sa vie qui est en jeu, en gros. C'est elle met... parce que 1, c'est plus une adolescente, 2, c'est l'âge adulte aussi. Donc là, cette frontière-là, ça peut aussi être le passage à l'âge adulte. C'est-à-dire que ce n'est plus les mêmes conséquences aussi dans ta vie et ça n'aura pas les mêmes impacts. Je sais pas, j'aime bien l'idée que la voiture représente le chemin parcouru et qu'elle prend son destin en main. Ah ouais, pour le positif. Plus d'autopilote, plus de prise de décision. Après, j'ai pas toutes les infos. Non, là c'est le début d'une saison, donc c'est les deux trajectoires. Moi j'ai vu la négative, toi t'as vu la positive, et il faut avoir les deux. Et il m'en manquait une, donc tu as totalement raison. Et j'ai même envie de dire reprendre sa vie en main, ouais, parce qu'elle laisse un outil derrière elle. Parce que... Comme je le disais, il y a le côté humain, donc on ne se sert plus de l'outil comme béquille et on avance petit à petit. Non, t'as raison, ça pourrait être un bon côté. Bah écoutez, je pense qu'on a tout dit pour cette scène. Vous voyez d'autres choses peut-être? Ah, j'avais pensé, cet oiseau-là, est-ce que vous savez ce que c'est? Je dirais que c'est peut-être un aigle, mais attendez, je vais le prendre en photo et on va aller faire une recherche sur Google Images. La buse parle surtout du recul et de discernement, je regarde avant d'agir. Elle n'est pas le rapace de la foudre. Waouh! Au final, on est peut-être dans un aspect positif. Elle est un rapace du temps long. Donc écoute, pour l'instant, tes arguments sont plus logiques que les miens. La buse vient confirmer plus ta théorie. L'oiseau, le ciel, la redescend. Putain, aussi. L'oiseau, ça fait une double référence. Et l'oiseau vient même casser l'équilibre de la voiture. Et pourtant, la voiture ne tombe pas. C'est-à-dire que là où mes théories un peu négatives font que je pensais justement à ce passage à la mort ou à cette brisure du cycle, ça peut être aussi un moyen justement de dire que justement cet équilibre, elle a trouvé une alternative plutôt que de toujours continuer les hauts et les bas, et même avec un facteur extérieur comme l'abuse qui vient fragiliser tout ça, elle reste en place.
Franchement, limite, c'est plus plausible. Donc ma théorie de la mort, peut-être qu'on aura une théorie où au final Roux va finir bien. Elle va se marier avec la plus belle dégo qu'elle aura jamais vue et la plus sensible qui va l'aider. Et voilà, ils vivent heureux avec beaucoup d'enfants. Ah bah c'est peut-être ça. Bon alors, théorie totalement nulle, hein. Mais c'est peut-être ça la mormone. Vous savez, quand elle va dans la famille, là, on va la voir la scène d'après, là. Elle va avec une mormone et tout d'un coup, juste, elle la met dans sa voiture, elle la met en arrêt de bus et la mormone, elle est toute contente. La mormone, les gens se sont foutus de sa gueule parce qu'ils ont pris une influenceuse ou alors une meuf qui était assez connue ou je sais pas quoi dans le maquillage, je sais pas quoi. Et donc forcément, ils étaient en mode la mormone qui est avec du lip filler, en mode je n'ai jamais vu internet de ma vie. Hein. Oh bah oui, hein. Non mais vraiment, hein. C'est vraiment la première fois que je sors de chez moi. Hein. Non, les gens se foutaient de sa gueule, je vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Surtout que je l'ai même pas capté, j'étais en mode bon, voilà, ça va être un personnage qui était pas si intéressant que ça, mais bon, voilà quoi. Ah là là. Yes, t'as totalement l'équilibre de la voiture, je l'avais pas vu. Leur salon m'a tellement marqué aux Mormons surchargés de crucifix. Écoute, tu me fais la transition. Attends, on finit juste sur la buse. Et c'est la scène d'après que j'allais analyser parce que je pense qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. On a été un peu rapide dessus. Ok, donc le rôle d'Abuse en nature non. Quelle est la symbolique spirituelle du rapace le rapace devient un symbole de vision. Vision extérieure, oui, mais aussi vision intérieure. Marrant. Vision extérieure, ça pourrait expliquer aussi ce pourquoi on n'a plus les voix off. Mais aussi vision intérieure, donc peut-être progressivement que Roux retrouve ses voix off, on va la revoir retrouver une certaine lucidité peut-être. Plus l'oiseau est haut, plus le regard s'élargit. Ah, donc ça explique la montée, donc il faudrait dans l'idée métaphorique qu'elle monte très très haut dans son up et qu'elle en arrive à un moment où on se dit là c'est la fin pour le personnage de Roux, voilà, pour qu'elle ait cet éveil spirituel et ce regard de l'extérieur en se disant ouais là c'est chaud, et qu'au final elle arrive vers la lucidité, la vigilance, le choix et les limites. Putain, la lucidité même quand ça pique, la vigilance sans parano, le choix au bon moment et la limite du territoire, du cadre et du respect. Alors je tiens à dire, entre l'analyse du jaune qu'on a fait la dernière fois et ça là, franchement, on est bon. On est bon dans l'analyse, hein, je pense. Hein. Ah là là. C'est vrai, la vision de l'oiseau est sur une voiture auquel elle tourne le dos, elle part, une métaphore, peut-être dire tu pars mais ton ancienne vie te surveille, elle garde l'œil. Ouais, exactement. Bah, c'est pour ça que j'avais aussi l'idée un peu du passage à l'âge adulte, donc ça correspond aussi avec cette analyse-là. Dans une lecture spirituelle, l'oiseau représente le souffle, l'élan, la liberté d'esprit. Ah, ça on arrive plus dans ma version négative. Attendez, regardez, recadrez, pas de panique, pas de destin. C'est notre lueur d'espoir. Ou alors, là, si on compte nos deux théories, la voiture, Roux et tout ça qui sortait représentait tous les côtés négatifs que je disais, et le rapace ne vient pas apporter un déséquilibre, vient au contraire montrer que même dans le déséquilibre, elle tient, et donc, on va avoir tout le côté mauvais, mais ça va nous surprendre et la finalité va être bonne. J'aime cette théorie. J'aime cette théorie. Ouais, l'idée du rapace, c'est cool, hein. Je suis d'accord aussi. Mais j'ai capté que toi, t'étais comme moi, genre on voit un détail, on passe 10 minutes sur ce détail-là, on a bon, on attend, on verra bien, mais... mais on a appris des trucs sur les rapaces. J'ai oublié de vous dire, la Jeep là... Oh putain, j'ai changé, je vous remonte juste en attendant. Vous allez rigoler, hein. La Jeep, c'est une histoire vraie. Voilà, dans les pépites de mes recherches, on est tombé là-dessus, voilà. Les gens n'ont jamais su à qui ça appartenait ni rien, ils avaient tous sous-entendu que c'était justement pour traverser de la drogue, et donc la personne a dû partir avec la majorité de tout ce qu'elle avait, mais bon, voilà. Comme quoi c'était une histoire vraie, donc il y a du réel. Bon bah écoutez, on va passer aux scènes des Mormons. Hein. Désolée, mais... Scène religion... Alors moi, c'est surtout que j'ai analysé, c'est voilà, cette image-là. Alors, déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a... on vient de lire tous les trucs, je vous montre avec le doigt, ça ne sert à rien. Ici, le truc du père, etc. Il n'y a pas de maison sans père, voilà. Et on a cette table. Cette table à laquelle, où le premier truc que j'ai regardé, c'est, bon, première pensée, si je pense à tableau, la scène de Jésus-Christ, mais en même temps, la scène de Jésus-Christ, il est face à nous. Ils sont tous face à nous. Là où on est à table avec eux. Nous, le spectateur, on est conviés à cette table parce que la table sort du cadre et nous met, nous, dans notre écran, assis devant. Donc, on est face à cet homme,
On est face justement à une tonne d'enfants et de femmes, enfin sa femme et toutes ses filles. Ah non, il y a un petit garçon, je l'avais pas vu. Miskin, tu existes, je te jure. Et, et donc, à partir de ce moment-là, ça nous convie dans une scène un petit peu quotidienne de ménage. Ah bah c'est marrant, je vous parlais de la scène, je l'avais pas vue dans mon analyse. Il y a la scène du Christ, ici même. Donc en fait, il y a directement une référence. Mais là où j'ai galéré à trouver une référence, c'est... Hop là, je vous ai trouvé ça. Où là, on voyait un petit peu la même ambiance. C'est-à-dire qu'on avait une table, non pas comme la scène... Alors attendez, je vous montre la scène déjà... parce que bon, mine de rien... Tout le monde n'a pas forcément... Là, vous voyez pas à cause de ma tête. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet? Non. Ouvrir l'image. Donc vous voyez, hop là, donc la scène quand même du Christ, donc voilà, on a quand même le Christ ici, et une scène un petit peu de gens et de dynamique où il se passe, mais oui, on avait une petite idée là, et notamment aussi avec l'idée du cadre, comme vous voyez, où là c'est Roux, qui est habillé, qui pourrait être, là je vous dis des théories, hein, qui pourrait être habillé en rouge, avec cette espèce de cadre comme on retrouve avec la fenêtre tout à l'heure, mais je trouvais que mon exemple ici représentait plus ce côté, quelqu'un au centre et les autres qui sont tous soit en train de prêcher, regarder le ciel, etc. Mais pas dans une discussion comme la scène du Christ où ils sont un peu en mode c'est le bordel, tu vois. On vit, on est là, on est etc. etc. Là, je vous le dis avec ma sauce. Hein. Là, on retrouve un certain type de cadre. Et alors là, je vous le dis parce que bon, la scène du Christ, on la connaît. Par contre, ça, c'est Ercole de Roberti, The Institution of Eucharist. Euchariste est appelé le Saint-Sacrement, un sacrement chrétien, donc un moment de sacrement. Donc ce moment-là pourrait être un moment un petit peu de changement pour vous. Je retrouve plus la... Merci. On va la retrouver. Ouais, grave, c'est trop intéressant de prendre des gros clichés et de les faire évoluer dans un sens opposé. Mais exactement, moi je trouvais que Faria, honnêtement, avait réussi ce job-là. Donc voilà, le dernier repas, la scène, exactement ce que tu disais. Et donc on en revient sur mes trucs, hop là. Alors la table avance vers nous, le personnage central est face à nous, ouais. On est placé au centre. Ok, donc là, en gros, de ce que je comprends, c'est qu'on ne regarde pas une scène, dans celle-là, on devient acteur. Donc nous-mêmes, on va avoir un rôle. Ou alors on prend le rôle de Roux, de ce voyeurisme. On a un petit peu de, ok, je suis là, qu'est-ce que je fous ici, qui est un petit peu la séquence d'après. Là, ils sont tous en train de prier. Il n'y a qu'une gamine en bleu qui ne sait pas. Et, alors là, je trouve ça intéressant, parce que ça, je l'ai vu après avoir tout analysé. Il y a la demoiselle mormone, là, qui va accompagner en voiture, qui, là, regarde en plein milieu de la prière. Ce qui est intéressant, c'est que soit elle nous regarde nous, donc... Ce qui peut nous dire, ah, elle va avoir un rôle un petit peu plus important que ce que l'on croit, même si on l'a vu, la mini-présentation de la voiture, on pourrait se dire, Roux l'a laissé sur le bord de la route, là, prendre son bus, adieu à jamais. Ça peut sous-entendre que là, elle va revenir, cette demoiselle. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, j'avais analysé cette image-là. C'est pour ça que j'avoue que la petite gamine, je l'avais pas vue de base. Mais bon, vous la voyez pas non plus, il y a ma tête dessus. Parce qu'il y a une petite gamine de base qui était là, juste en dessous de ma souris. Et il y a un moment où elle vous tourne la tête vers vous, donc voilà. Et on sent que elle... Voilà, donc il y a deux choix. Alors attends, elle, parce que je voulais compter vous en parler en dernier, mais... Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, dans les tableaux religieux, là spécifiquement, donc là je parle pas de cinéma, on va parler de comme si on analysait ça comme les tableaux, voilà, la scène, etc. Le regard vers le spectateur peut représenter un témoin, une conscience ou un relais. Donc, soit c'est un moyen d'accrocher le spectateur vers la scène religieuse, soit c'est un témoin en mode, justement, tu es face à une scène religieuse, ou par exemple, si on reprend la scène du Christ, tu es face à des saints, toi tu n'es pas un saint. Et moi, en te regardant, je te fais te rendre conscience que tu es un humain face à des saints. Ce qui peut avoir ce double discours avec Roux, hein, parce que Roux est loin d'être une scène, comme on le sait. Et elle casse la scène, et donc, ah oui, c'est pour ça que je l'avais gardé en dernier, c'est parce que la table aussi, dans les
peinture religieuse, ça fait souvent office d'hôtel. Pas hôtel on dort dedans, les hôtels religieux là. Et c'est aussi un espace de rituel en général, donc le rituel, autant le rituel sacré de manger, de prier avant de manger, etc. Mais aussi sacré au sens de la nourriture, le moment convivial, le temps qu'on y prend, c'est sacré. Donc là, c'est vrai que dans ce sacre, on voit quelqu'un qui vient nous interpeller en nous faisant comprendre, mais qu'est-ce que tu fous là? Donc soit nous, ça nous met aussi dans ce truc-là où, vous voyez, on vient de commencer la série saison 3, c'est pareil depuis je sais pas combien de temps, on a cette histoire de la voiture juste avant, on sait pas trop ce qu'on fout là, et là tout d'un coup on se retrouve dans un truc chrétien, donc elle peut nous regarder en disant mais moi non plus, enfin, je te vois que tu comprends pas ce qui se passe dans Euphoria saison 3. Ça peut être littéralement un running gag avec nous aussi. La nourriture peut être symbolique. Ou bon ça c'est trop histoire de la peinture. Dans la peinture religieuse, une table c'est un autel. Un repas banal est traité comme un rituel. Oui, bah ça, je pense qu'on a eu tout. Et donc, pour la table qui était un rituel, je reviens à ce regard que je vous avais gardé pour la fin, mais qui nous manquait cette information-là. Qu'est-ce que je nous ai trouvé ? Ah, donc ça pourrait être, soit vu qu'elle regarde le spectateur, ça pourrait être aussi un moyen de... Elle voit ce que nous, on ne voit pas encore. Donc que ce soit nous en roue, elle est peut-être capable de voir quelque chose qu'on n'a pas encore deviné. Donc si on part dans l'analyse de la scène d'avant de cette voiture qui était ambivalente, on savait pas trop ce qui allait se passer, elle, ça pourrait être un moyen pour vous d'avoir un vrai arc sauvé. J'en sais rien, là je me dis ça pourrait être sa nouvelle petite copine avec qui elle est bien, voilà, etc. Ou alors, l'inverse total, Roux deviendrait pour elle un facteur de tentation. Parce qu'elle voit chez Roux quelque chose qu'elle n'a pas elle, qu'elle n'a pas dans ce cadre sain, et donc c'est peut-être un regard de voyeurisme. Je ne suis pas comme les autres personnes dans ce cadre et dans cette image. Hop les, désolé. C'est dingue comment le plan est surchargé, la pression est forte, je trouve. Ouais, franchement, ce plan-là est limite. Attendez, je vais vous le remettre en. Voilà, en comme ça, parce que je trouve que. J'hésite entre les deux. Ah merde. Parce que les deux sont très tableaux, je trouve. C'est vrai que l'idée est pas mal. Les verres, les gaufres, le sirop d'érable fait doré. C'est vrai que j'avais pas capté. Le côté de l'or. Bah, l'or, on avait vu que c'était plus avec le côté jaune. Et on a fait toute l'analyse du jaune. La semaine dernière. Si on prend l'idée du dernier repas de Jésus, Marie-Madeleine est à l'opposé à Jésus sur le tableau comme sur la scène. Ok. Donc elle représenterait Marie. Et Marie, dans l'idée, alors c'est la Vierge, mais est-ce que ça voudrait dire, si là on part un peu plus loin, la virginité spirituelle, et qu'en fait elle a un autre niveau de spiritualité que cette famille qui est déjà, je sais n'importe quoi, et eux ils sont au level 99, elle est au level 2, tu vois ce que je veux dire? Et que justement, Madeline, je ne sais plus, non, en tout cas la jeune fille, pourrait être un lien pour l'amener vers là. En fait, ça peut soit être nous qui l'amenons dans le côté d'Euphoria, cette demoiselle, et courage en tant que mormone. Ou alors, on a un vrai arc de rédemption de Roux, quoi. Le père a les yeux fermés, il prie la fille, non. Marie, c'est la tentation, une prostituée à la base. Ok, d'accord. Ah Marie, c'est la tentation de prostituée à la base, donc non. Donc là, ce que tu me dis, je pense pas que Roux va finir prostituée. Par contre, Roux, on est en train de voir qu'elle est à moitié en train de devenir Mac. Pauvre mormone, comme je dis. Hein. Pauvre mormone. C'est un conflit dans la religion, la femme ou pas de Jésus. Ok, d'accord. Oui, j'avoue que la religion chrétienne catholique, c'est vraiment celle que je connais le moins, je dirais. Donc intéressant. Courage, pas qu'un peu. Ah ouais. Surtout vu la beauté de l'actrice. Vu Sam Levinson, malheureusement, mademoiselle, on va devoir faire des trucs sales et désolé pour toi. voilà. Sur le tableau, oui, ça forme un ventre Jésus. Ah, attends. Ça forme un V, je suppose, entre Jésus et elle, et il y a beaucoup de définitions possibles. Ah, intéressant. Oui, parce que t'as raison, elle est pratiquement au milieu entre nous, donc entre Roux et lui, et donc ça pourrait faire un... Ah, c'est intéressant. Et puis contrairement aux autres, même s'ils ont tous des couleurs de la même palette et qu'elle détonne pas, elle c'est du rose rouge. Là où par exemple c'est du blanc, du jaune, du bleu majoritairement,
D'ailleurs, c'est marrant, bleu, 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 gris, bleu, jaune, blanc, jaune, rose et jaune. Et là, on a le rose et blanc qui fait que justement, et elle sourit, désolé, j'ai avancé d'une seconde, le petit sourire en mode. Et ce qui est marrant, c'est que tu l'avais repéré derrière elle directement, parce que j'essaie de regarder au plan d'après, on a quand même cette bougie rose qui apparaît directement. Bougie rose. Ouais, tu m'avais dit bougie rose, bougie violette. Bougie violette, rose, signification religieuse. La bougie rose incarne l'amour anniversaire, la tendresse et la guérison du cœur. Allumée lors d'un rituel, d'une prière ou d'un moment de méditation. Désolée, mais en fait, on a vraiment les deux. Soit mademoiselle, désolée pour toi, soit mademoiselle, tu vas devenir folle amoureuse de Roux et tu vas nous la sauver. Et ça va être la fin et on va être heureux. Ils ont beaucoup d'enfants, mais j'y crois pas. Mais voilà. Limite un côté Mona Lisa, je suis assez d'accord. Y a vraiment un truc de travail, de l'esthétisme. Et alors là, je voulais vous reprendre, j'avais pris un autre tableau que là vous connaissez, mais je vais vous dire pourquoi. Alors, pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Ce tableau-là que vous connaissez sûrement d'ailleurs. Alors laissez-moi retrouver le nom parce que j'avoue que j'ai des spécialités, mais pas quand même en art plastique. American Gothic de Grant Wood. Et alors là, je me suis juste rappelé tous ces trucs là parce qu'en fait ça me rappelait, je sais qu'il a pas que, est-ce qu'il y a les autres images, non tant pis, tic. En gros cet artiste là il travaille beaucoup, ou même ce genre là travaille beaucoup sur des tenues du côté des tenues désolé, j'arrive plus à m'exprimer, je vais voir des famille, moment du quotidien, enfin pas moment, mais groupe du quotidien. On va pas prendre, j'en sais rien, une star hollywoodienne, machin, c'est pas du tout le propos porté, quoi. Et ça va être une image très tenue, très stricte, très contrôlée. Et donc si je reviens là-dessus, on a cette idée quand même de strict, de contrôlé, etc. Je reviens 2 secondes pour le mettre en grand écran. Hein. En même temps, on fait ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Ces tableaux-là, c'est une mise en forme de l'ordre familial. Les tableaux de groupe américains rigides où les corps tiennent un rôle social plus qu'ils ne vivent le moment. Et ça, je trouvais ça intéressant de voir ce côté de rôle social plus qu'ils ne vivent ce moment, parce qu'on voit bien que, mis à part elle et un tout petit moment la petite gamine, mais je pense que là ici, enfin pas là, hein, juste là, c'est que vous voyez à peine, on sent qu'il y a quand même tout un aspect, on va dire... oui, pictural déjà, voilà, parce que comme on l'a dit, on a analysé quand même pas mal de choses dessus. Et là où je sais pas trop, c'est cet espace que... Attendez, je vais remettre le gros plan. Attendez, je cherche. Voilà. Ici, cet espace. Alors soit, ce qui m'étonne quand même pour une série pour Euphoria, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils avaient que cette maison-là en rab, etc. Ok. Ce qui m'étonne, normalement tout est quand même assez décidé. Ça montrerait quand même que dans tout ce foyer, dans tout ce cadre de tableau, il y a une rupture. Et il y a une rupture avec 2 chemins de sortie. Un chemin qui va plus loin et un chemin qui monte. Ce qui peut rappeler encore une fois l'analyse que l'on vient de faire sur la voiture qui monte et qui descend. On a 2 trajectoires, mais on a quand même un échappatoire de cette structure rigide. Donc soit ça s'adresse directement à cette jeune fille, qui a une porte de sortie, soit ça s'adresse justement au personnage de Roux avec toute cette complexité. Et donc, on est face à ce cadre. Je regarde juste la géométrie du regard, ça on l'a dit. Les décors, là, ils meublent l'image, ils ont pas, en termes de hiérarchie, là, juste pour reprendre juste une idée que, il me semble, on n'a pas spécialement dit, c'est que vous voyez, on a dit que c'était fouillis. Par contre, ils sont... Il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire, habituellement, je sais pas, surtout dans Euphoria, j'en sais rien, elle va avoir un truc dans la main, elle va avoir son visage, ça va servir de reflet, ou il va y avoir un gros zoom. Je sais que, par exemple, il y a un plan de Roux, que j'ai pas mal d'ailleurs utilisé dans mes montages, où elle est face à une petite boîte, et elle la regarde, et on voit vraiment la petite boîte, son regard, là où l'objet a un rôle concret, là,
il surcharge l'image, il nous pose une ambiance. En même temps, je pense qu'à décrypter, il peut donner plein de petites informations, mais qu'il est surtout là pour donner un cadre. Et le cadre, ça c'est un autre de mes points d'analyse qui revient directement, cette histoire de géométrique là qu'on voit, et qu'on voit qu'aussi presque comme les tableaux, hein. Là il y a la perspective allongée, etc. On arrive avec un truc très symétrique, parfaitement, et en même temps ce fouillis nous donne un désordre organisé, donc une certaine humanité dans ses croyances aussi. Et voilà. Mon ex est historienne de l'art, pratique dans ce genre de moment, effectivement. Et puis, je pense que c'est tout. Je regarde juste, hein. Non, on va passer à la suite, parce que même là, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on a commencé. Et alors là, la suite... Là, on va passer à la scène de Cassie et Nate à table, et on va voir justement les différentes techniques de manipulation qui ont été utilisées. Alors, je vais peut-être pas être aussi précise que je voulais, parce qu'on va peut-être avancer. Bon, ça, on avait déjà analysé, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà. How's the food? Ok. Alors quand je vous dis que là, on y va direct, hein, on va dans le là. How is food? Tu ne la regardes même pas, tu rigoles, limite tu rigoles. Là j'allais faire de l'interprétation, voilà. Et good, point. En faisant ça, Cassie, surtout un personnage comme Cassie qu'on a analysé justement, qui recherche de validation constante, etc. C'est une recherche de validation, c'est une recherche d'amour, c'est une recherche de dis-moi que c'est bon, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que dis-moi que j'ai bien fait, dis-moi tout ça. Donc le good, sans la regarder, en bouffant comme un malpropre, hein, alors que monsieur soi-disant est un chic, t'habites dans une baraque comme ça, machin bidule. Déjà, là, la conversation elle commence, ou pour des gens basiques, ça pourrait être rien. Pour ce genre de couple-là, c'est déjà un pouvoir. Il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose. En gros, concrètement, hein, là, je le vulgarise avec des mots. C'est tu m'aimes? Ouais. Ok. Alors attendez, je vais juste remettre l'autre parce que, en général, si vous avez des remarques pertinentes, je veux les afficher. La scène du resto est intéressante, le rapport de force est bon de mémoire. Exactement. Ouais, pour la première fois, on voit une Cassie... Enfin, pour la première fois, non. On voit une Cassie qui répond... et que là on voit deux manipulations totalement différentes qui ne viennent pas du même moment, et on n'est pas là pour juger parce qu'il y en a un qui est auto-centré sur sa vie et l'autre qui est auto-centré sur son besoin de validation qui va définir sa valeur. Donc forcément ça donne un déséquilibre où lui il est dans le moi-je et dans sa vie et sa construction il a même jamais pensé à prendre en compte la valeur des autres et penser des autres. Les autres sont des outils, comme on utilise une voiture, tu peux avoir une femme entre guillemets, hein, dans ça peut paraître horrible dit comme ça, mais déjà on a tous notre vécu et justement c'est pas quelqu'un de guéri. Et là où sur internet tout le monde disait non mais Nate il est devenu sain, je suis d'accord avec Nate parce que l'autre elle commence à partir en couille, je sais pas quoi, non. Déjà ça c'est pour moi c'est la preuve que justement au passage à l'âge adulte, il n'y a plus personne qui voudra vous aider si vous êtes victime. Alors là je parle pas forcément de Nate, mais victime de personnes qui soit ont des troubles et qui en abusent pour abuser autrui. Parce que oui, même des gens qui sont victimes d'un trouble ou d'une maladie peuvent être entre guillemets horribles, et des gens qui n'ont pas de trouble aussi mais qui sont juste un expert ou des experts en manipulation, un ou une, hein, peu importe. Ça, justement, dans la vraie vie, je tiens à le préciser quand même, ça ne se voit pas. Et à partir de l'âge adulte, justement, quand ils sont jeunes, quand c'est encore tout frais, ça se voit. Il y a des crises de violence, ça on tape dans des murs, on peut se retrouver à, j'en sais rien, se fighter au collège avec un gars, on peut se retrouver dans ces trucs-là. Là où à l'âge adulte, t'as appris tout ça, t'as appris de tes erreurs, t'as appris à te contrôler, t'as appris tout ça. Ça veut pas dire que tu vas mieux, au contraire, ça veut dire que t'as juste mieux appris à pouvoir physiquement, esthétiquement, pouvoir renvoyer une image de toi qui est parfaite pour que jamais on puisse te mettre sur un pied fautif, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, même des gens qui n'ont pas de troubles, et sans même parler de trucs graves. C'est-à-dire que juste, là, la deuxième aspect, le driver soit parfait, il existe même, j'en sais rien, hein, il y en a dans leurs études, ils veulent être parfaits, machin bidule, ils finissent en burn-out, sans parler de difficultés comme ça, de violence, etc. Lui, il a ça, en plus, justement, de ce truc, de cette colère qui est en lui, et de ce besoin de tout contrôler. Et de cette image, ça vient notamment de cette relation avec son père et familiale, où l'image est plus importante que le bien-être. Son père qui était un homosexuel refoulé, l'ego, exactement, le mot ego je l'avais pas mais voilà. Donc, hop là c'est un test affectif que fait Cassie et pour l'instant il est en échec. Are you happy? Deuxième tentative. Good.
Deuxième échec. Donc là, déjà, vous voyez, on est passé de Hey, is it good? Vous voyez, le sourire limite trop. Limite, tu vois, je suis parfaite, je me tiens droite, je suis toute jolie, je te fais un repas, j'ai 10 000 bougies. Et d'accord. D'accord. Là, on voit que même corporellement, il se passe quelque chose en elle. Alors lui, il a même pas capté, là. Lui, il est en train de bouffer, là. Il a pas encore capté ce qu'elle est lui tomber dessus, là. Là, dans la saison 1, juste après le dernier match de Night, le petit basson entre son père, c'est intéressant. Ouais, tu vas voir le rapport avec le père de Nate est très intéressant et apprend beaucoup dessus. Et même le père de Nate est très intéressant. Et d'ailleurs, père à son âme, l'acteur est mort. Moi, nous, avec qui on a grandi, je sais pas si toi t'as vu Grey's Anatomy, mais Grey's Anatomy, Docteur Mamour, voilà, c'était quand même... j'ai trouvé que moi, personnellement, Euphoria, c'était une de ses pas meilleures performances, parce que j'ai pas tout vu de ses films. Par contre, c'est vrai que l'avoir vu toute ma vie dans plusieurs rôles, c'était un peu le beau gosse, gentil, ou alors il jouait dans des comédies romantiques et des trucs comme ça. Là, j'avoue... dans Euphoria, waouh! J'arrive tout de suite, je change la batterie. Fesco, mais non, si! Mais c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il l'avait fait continuer de vivre dans la saison 3. J'étais en mode, ils l'ont mis en prison, alors qu'il avait une scène plus ou moins de fin qui aurait pu le finir, le personnage, je te dis pas plus. J'étais en mode, I don't understand. Voilà. Alors, donc ça montre déjà qu'elle n'est pas dans une discussion de sécurité interne. Elle cherche un signe, un ton, une base affective avant de demander quelque chose. So, can we talk about the wedding? What part? Ok, donc can we talk about the wedding, ça se comprend, voilà, donc on a vu qu'elle avait tenté quand même, aime-moi, parce qu'en plus je veux te demander quelque chose, donc vu que, peu importe là, que Nate il soit quelqu'un de gentil ou méchant, elle fonctionnerait pareil avec d'autres personnes, attention, c'est vraiment cette besoin de recherche de validation, j'ai besoin de demander quelque chose, j'ai besoin de m'affirmer sur un point, j'ai besoin de... Je vais avoir une opinion en fait, une opinion à moi et qui n'est pas décidée par le regard d'autrui, par ma meilleure amie, par mon mec, par tout ça, donc fallait qu'elle ait cette validation à moi, elle l'a pas eu. Et elle va quand même tenter. Donc déjà, pour une Cassie, on évolue. Alors, pas dans le bon sens, mais on évolue. Florals? Jesus Christ. So I have an idea. I'm not spending $50,000. Et alors là, Hop là. Le Jesus Christ, c'est littéralement de l'invalidation. Et même de la disqualification immédiate. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a même pas une réflexion, il n'y a même pas une prise en compte d'autrui, il n'y a même pas un sujet de conversation qui est amené. C'est littéralement, je ferme la discussion et en plus, je réduis tout ça à de la futilité. Parce que tu pourrais réagir comme ça si quelqu'un, j'en sais rien, il te dit... je sais même pas... t'as mangé mon yaourt dans le frigo. Et la personne pète un câble. Non, là, même pas, elle te fait une réflexion normale, la personne pète un câble parce que t'as mangé son yaourt. Alors oui, c'est un acte répété et tout ça, c'est un moment. Là, on parle quand même d'un mariage. C'est des discussions qu'il faut avoir. Un mariage, c'est une union, c'est des compromis. C'est pas moi je, toi tu, enfin tu vois ce que je veux dire. On n'a pas une discussion complète. Donc déjà, ça nous montre aussi par rapport à l'évolution de leur couple et de tout ça qu'on... bon, déjà, ils n'ont jamais été un couple qui s'aimait. On n'a pas vu quelque chose de follement amoureux à aucun moment dans cette série. Mais là, ça, c'est concrètement... ok. On floral arrangements. Will you just listen? $2,000. I understand. 5,000, fine. But $50,000 on something that's gonna die in a couple of days? That's insane. Well, Ok. Donc là, par rapport à l'argent, en gros, Cassie, comme je vous l'ai dit au début, elle cherche de la validation, de l'amour, du réconfort, etc. Elle cherche quelque chose d'humain. Lui, à peine, elle ouvre le truc sur le mariage, il parle d'argent, de moyens, de matière. Et c'est là déjà qu'on voit une fracture dans les deux personnes qui ne fonctionnent qui ont des fonctionnements totalement opposés. Et en même temps, ça montre une certaine réalité, c'est que ces fonctionnements-là, malheureusement, dans la vraie vie, s'attirent. Et s'attirent pas parce que, soi-disant, les meufs aiment les bad boys, je sais pas quoi, et les mecs, c'est des méchants manipulateurs qui veulent machin. Non, chimiquement, il se passe quelque chose. Parce que là, on parle de théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, c'est une base en psychologie qui dit qu'on peut avoir un attachement anxieux, un attachement évitant ou un attachement ambivalent. Donc entre les deux, où on alterne entre chaque personne, entre guillemets. On peut être anxieux avec des personnes, évitant de l'autre côté, ou un peu des deux, quoi. Et là, sans parler justement en plus leurs dysfonctionnements qui sont bien réels, ils ont ce truc-là. Et donc chimiquement, ils s'attirent. Moi, par exemple, pendant des années, j'ai cru que j'étais
amoureuse de certaines personnes, puis en grandissant, je me suis rendu compte, ah bah non, en fait, c'est chimiquement, on m'a appris que l'amour c'était ça, donc si une personne me traite de cette manière-là, je vais considérer que c'est de l'amour, et malheureusement, quand on traite de certaines manières, là par exemple, si je prends l'exemple de la série, quelqu'un qui l'a demandé en mariage, parce qu'ils vont se marier, donc il a forcément demandé, et qui au final, dès qu'elle parle mariage, Jesus Christ, oh, you're boring, bah tu sais plus en fait, mais on m'aime pas, comment on me considère, comment je me positionne, qu'est-ce qui se passe en moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est cette ambivalence, et cette ambivalence, ça crée comme un certain élastique, qui fait justement que ça va jouer chimiquement, ça va donner de l'endorphine et de la dopamine, par exemple, quand il y a des moments passionnels, on les voyait beaucoup baiser, par exemple, dans les 2 dernières saisons, donc le sexe avait un lien très important pour donner la dopamine, mais aussi l'endorphine d'ailleurs, et là, par exemple, le mariage, qu'on n'a pas vu, mais qui voilà, la demande en mariage devait être quelque chose qui lui apportait une certaine validation, ok, il m'aime, et 2 minutes après, il agit comme ça, ton cerveau, il est embrouillé, et ça fait un peu de la même manière, chimiquement, que quand tu prends de la drogue, ou comme on l'a dit, tu prends, tu montes, et t'as une phase où la drogue fait plus effet, et tu descends. Et ça crée ça. Et donc ça crée des sentiments de codépendance chez les deux. Ou parce que lui, il a besoin quand même de temps en temps de quelqu'un qui lui donne de l'amour et des émotions et un surplus et qui l'étouffe, pour se sentir exister et vivant, et en même temps il fuit dès qu'il en a l'occasion, et elle au contraire, elle a besoin qu'on lui prouve constamment. Donc c'est des systèmes qui ne fonctionnent pas, mais qui en même temps se rendent accros l'un l'autre. Donc bref, on a un peu ce gros bordel là. Et en gros, parler en budgétaire, là, c'est un moyen, désolé, je reprends mes notes, de transformer un besoin affectif en un problème relationnel pour gagner le débat. Donc là, tu me parles émotion, je te parle argent. Donc c'est par exemple, pourquoi on n'a pas de projet ensemble, mon chéri, on prévoit jamais d'aller au ciné, de partir en vacances, etc. Mais tu sais, on n'a pas l'argent, on n'a pas de machin, on n'a pas de bidule. Ça, c'est un problème qu'on retrouve beaucoup, dans beaucoup de couples, qui n'ont rien à voir forcément avec des trucs aussi catastrophiques que ça. Parce qu'en fait, là, et on va pas dire que celui qui dit, ah bah non, on n'a pas l'argent en ce moment, c'est un ou une méchante manipulatrice. Non, au contraire, c'est plus tout un truc de, bah des fois, il y a des sous-textes. Et le sous-texte de putain, on n'a pas d'argent pour aller enfin, on fait jamais de ciné ou de vacances, etc. On s'en bat les couilles des ciné ou des vacances. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quelqu'un dans notre couple ou dans notre amitié ou avec la personne avec qui on a cette discussion-là, qui soit là et qui fasse justement des efforts émotionnels. Donc là, on est face à quelqu'un qui parle en vert et que l'autre, elle parle en rouge si on parle de couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fonctionne pas. Et est-ce que c'est volontaire? Et est-ce que c'est aussi calculé que ça, que la part de Nate? Parce que moi, dans ma théorie, s'il avait les profils antisociaux et narcissiques, ça serait contrôlé. Mais s'il ne l'est pas, parce que de ce que j'ai compris, on va peut-être même avoir un arc de rédemption de Nate. On souffle. Mais bon, voilà, on essaye d'ouvrir nos chakras. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant, on va prier. Donc, dans tous les cas, on est en mi-hate watch, mi-analyse de cette série, là, actuellement, avec cette saison 3. Mais voilà, quoi. Donc, on est là-dessus. Bon, allez, je continue. Désolé, je me perds. I might have a solution. Is it less flowers? No, Is it less money? no. And there's no discussion. What if I paid for the flowers? You don't have any money. Ah, désolé, mais ce rire... C'est franchement, là, c'est là où tu te dis la condescendance de cet homme. Mais je suis biaisée dans ce discours, déjà, mais bon. Voilà, on reprend, on ne juge aucun des deux, on part du principe que c'est des dysfonctionnements, on part pas du principe que c'est de la volonté de faire du mal et de dominer. C'est pour ça aussi que j'ai fait ces petites pathologies des personnages que vous portez les psys sur mes chaînes, voilà. On essaye de pas faire ça. Après, s'il est pas pathologisé, juste fuck. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Cassie, comme on l'a vu, il y a un petit truc qui s'est brisé, ça s'est vu corporellement. On a vu le... Et là, le... Vous voyez ce que je veux dire? Là, le truc que j'entends avec ma langue, là, elle le fait pas, mais bon... en termes d'actrice, il y a toujours ce truc aussi de tenue, de portée, etc. Ça sera pas comme une roue, comme une moi qui est très expressive de son visage en termes de ces personnes-là, tu vois ce que je veux dire? Mais elle est blessée, et là, elle commence à ne plus aller, ok, tu m'as pas validé, bah, je vais commencer à aller dans l'affront, je vais commencer à te tester pour voir si tu m'aimes vraiment, et je vais commencer à voir c'est quoi tes limites. Là, on rentre, là, regardez son regard, ça se sent, on est passé dans une fight, tu vois ce que je veux dire? Et le I paid for the flower, c'est non, désolé.
Oui, c'est pas I pay, c'est j'aimerais payer les fleurs. C'est pas une solution, entre guillemets. Elle lui dit pas je veux, elle dit j'aimerais, il me semble, quelque chose comme ça. Ça serait un moyen pour elle de reprendre de la valeur. Mais de la valeur en mode mais regarde, moi aussi je peux payer, vu que tu parles d'argent. Je peux peut-être essayer de trouver des solutions en termes d'argent. Et donc dans ce cas-là, je retrouverai de la valeur à tes yeux. Ou alors au contraire, ma valeur ne dépend donne-moi de l'affection, j'ai besoin que tu me prouves la valeur. Donc que ce soit par payer mes fleurs 50 000 euros ou que ce soit en me réconfortant d'une autre manière. Donc si tu ne donnes pas de cette preuve, je vais la produire moi-même. C'est ça qui est sous-entendu. Ce n'est pas une auto... Ah oui, et donc là, ce qu'il fait, c'est un peu lui créer une espèce de fausse autonomie. Vous savez, quand il lui dit... quand elle dit, oui, j'ai peut-être une solution, il lui dit, ah, peut-être des fleurs, il rentre dans son jeu tout en disant pas, putain, t'as une solution, ouais, ça serait grave intéressant, vous voyez, ça, c'est une discussion saine. Non, là, c'est intéressant. Alors, moins de fleurs, tu vas dans le sarcasme, tu vas chercher ces petits pics. Et donc, elle ne sort pas de la dépendance affective, elle la déplace vers une violence de réponse à la violence, entre guillemets. J'arrive, désolé. J'étais partie dans mon monologue. Le mariage peut aussi se définir par apporter l'égalité dans le couple. Elle aura son nom et l'image de la richesse, ainsi de pouvoir qui va avec. Peut-être qu'il ne veut pas. Pour moi, peut-être que je me trompe, les deux me paraissaient dans une classe sociale assez élevée. Peut-être Cassie un petit peu moins que Nate quand même au niveau de la maison qu'elle avait avec sa sœur, etc. Mais on voit que Cassie, elle a quand même un mode de vie où elle a jamais prétendu s'habiller en jogo et tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, elle faisait partie de ces girls... on sent que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, que ce soit par ses propres moyens ou par le biais du mariage, veut de l'argent, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est un de ses objectifs de vie, contrairement à un personnage comme Lexi ou Roux, qui, elle, on pourrait plus les voir dans des petits apparts, des petits trucs, vous voyez ce que je veux dire? Même une Kat, voilà, Maddie et Cassie, c'était clair pour moi, elles voulaient de la moula dans leur vie, c'était un objectif, tu vois ce que je veux dire? Un arc de réduction pour Nate, va falloir voir 3 saisons, non? On sait pas, on souffle. Sous-entendu, dès qu'elle parle de mariage, il ramène le mariage à l'argent et donc à un problème. Et elle souhaite le résolver le problème, et malgré ça, elle voit que non. Mais c'est ça, en fait, non, mais c'est même pas le problème. Elle invente un problème pour qu'il lui prouve quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de problème en vrai, je pense, avec les fleurs et machin. Parce qu'en vrai, je pense pas que c'est les fleurs le sujet. Et j'ai vu une analyse bien sur internet de quelqu'un qui avait fait un montage, et je trouvais ça très intéressant. Dans la saison 1, quand on présente le couple de Cassie, de Nate et de Maddie, Nate offre des fleurs tous les jours à Maddie, qui, quand elle ouvre son casier, elle a un bouquet de fleurs. Ce qui sous-entendrait, vu qu'ils sont restés longtemps ensemble, que Cassie était la meilleure amie de Maddie, qu'elle a vu tout ça. Donc, elle sait de quoi Nate est capable par amour. Et elle a pas ses fleurs. Donc ça serait peut-être un moyen monétaire de récupérer ce que Maddie a eu pendant des années. Parce qu'on commence la scène juste avant celle-là, rappelez-vous, elle scrolle sur le profil de Maddie toute seule dans la salle de bain. Donc il y a quand même un lien, toujours, de positionnement par rapport à Nate et Maddie. Voilà, je pensais à Maddie. Oui, le casier chaque jour. Mais c'est bien que tu l'aies vu il y a pas longtemps, parce que moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, ça m'a semblé logique. Donc ouais, non, c'est super intéressant de voir tout ça. Ensuite, you don't have any money, le rire condescendant. Alors là, littéralement, le rire condescendant, c'est de l'humiliation et une reprise de hiérarchie. Genre, mais reste à ta place, ma chérie, quoi, entre guillemets. Il ne demande pas de comprendre, il demande de remettre Cassie à sa place. Le rire, c'est l'essentiel. Il ne se débat pas d'égal à égal, il la rabaisse. C'est un mépris social, affectif et symbolique. Il lui rappelle qu'elle n'a pas de pouvoir réel, et donc l'illusion de contrôle qu'elle tente de construire ne tient pas. Donc oui, parce qu'encore une fois, dans cette double technique de manipulation, Cassie, en vrai, il y a de l'amour et elle cherche de la validation et de la valorisation. Là où Nate est dans un contrôle de son image et de sa perception. Vu qu'elle, tout est tourné vers les autres, s'il y avait des flèches, ça sortirait d'elle. Et que lui, tout est tourné vers lui, bah forcément, il l'aspire, elle. Mais les deux sont pas sains dans les deux cas, hein. Attention, hein. Que ce soit Nate ou que ce soit Cassie. Parce que ne pas avoir d'identité, forcément, voilà, tu recherches la validation, et quand t'as pas de la validation, il va se passer exactement ce qui se passe dans la scène d'après. I can make it. Voilà, je peux le faire. Doing what?
Ouais, ce moment de rire là, c'est vraiment lui, il est condescendant, et elle est en mode bah, je vais te montrer, tout en étant. Je sais pas comment dire, on sent quand même qu'il y a un derrière qui est plus sûr que l'autre. Vous voyez l'autre qui est là, vas-y. Et ok, alors, tu vas voir, je vais t'en faire la gueule. Par contre, en fait, ça se voit que je suis pas très à l'aise, parce que ça se lit sur mon visage que je suis. je sais pas, hein, ça c'est mon interprétation en tout cas. Ah là là. J'avoue que le lien est présent, il la prend vraiment pour une idiote. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant je la défendais, la phrase de bah, je savais pas qu'en faisant le chien et en buvant de l'eau comme une chienne dans un bocal, et bah ça ressemblait à du OnlyFans. Ça, je suis désolée, comme je le disais, n'importe quelle femme à 22 ans, je le disais, ça serait super intéressant qu'on fasse ça avec une gamine et qu'on voit la sexualisation de son corps sur les réseaux par des adultes. Ça aurait été tellement intéressant comme arc narratif. Là, je suis désolée, à 22 ans, tu le sais. Ça veut pas. Alors attention, quand t'es une meuf et que tu mets juste un débardeur décolleté et là que les gens ils commencent à devenir fous, non, ça c'est faux. Par contre, faire le chien. Vous voyez ce que je veux dire? On parle d'un décolleté, parce que je les vois venir aussi les mascus, pour sûrement faire des clips. Il y a une différence entre une meuf qui est habillée et qui fait machin et une autre qui performe quelque chose pour le plaisir d'autrui. Tu fais ça, tu le sais, c'est comme du jeu d'acteur, que tu joues un chien ou n'importe quoi. Donc bon, j'ai pas trouvé cette scène de dialogue très bien, personnellement. La femme objet aux yeux de Nat. Ouais, mais même elle s'est positionnée dans ce truc-là au final. Research. And there's a way to make a lot of money really fast. How? OnlyFans. Ça se voit, je suis désolée. Après, c'est peut-être l'actrice qui est pas. Voilà, on part du principe qu'encore une fois, que c'est des bons acteurs, que machin, que bidule. Le OnlyFans, on sent qu'elle a envie de dire avec assurance, genre, bah, bien évidemment, OnlyFans, mais qu'il n'y a pas du tout d'assurance là-dedans. Enfin, moi, je le vois là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment genre, allez. Et bim, 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 bim. C'est surtout. The porn website. See, no, that's a common misconception about the platform. You actually just You want to do communicate. porn. Donc là, à partir du moment où lui, il rigole, il s'arrête. Et au moment où il s'arrête, là, on sent qu'il se contient. Et c'est pour ça que pour moi, ça va vraiment dans ma théorie de là, on est passé dans un Nate qui est devenu dangereux. Parce que là, le Nate, dans ce petit moment, habituellement, il aurait pété un câble dans les premières saisons. I've kind of actually Il aurait, done mais some research. détruit Cassie, quoi. And Et là, regardez, ri, et là, The porn website. see, no, that's a common misconception about the platform. You actually là, il avale sa salive. Là, il se passe quelque chose en lui qui fait qu'il retient cette violence. Et donc là, c'est là où il devient très mécanique. Et jusqu'à maintenant, il était naturel, notre Nate. Il n'était pas dans le jeu de domination, de machin. Malheureusement, c'est leur dynamique relationnelle qui était comme ça. Là où elle, à la troisième phrase de dialogue, elle était déjà partie dans le truc du genre ok, tu veux jouer comme ça? On va la jouer comme ça. Lui, il n'était pas encore là-dedans. Là, c'est là où Nate y chiffre et il commence à lui couper la parole de porn website. C'est-à-dire qu'avant même de l'écouter parler, pareil, on coupe tout et on ramène tout vers l'objectification. C'est-à-dire au lieu de se dire ok, mais pourquoi vendre le corps? Mais qu'est-ce qui... Encore une fois, une discussion saine, c'est mais attends, OnlyFans, dans quel sens? Tu veux faire quoi? Voilà, directement, genre, the porn website, this is just who you are, this is really what you want to be. C'est un peu te renvoyer à cette image-là de toi-même en disant, mais en fait, c'est ça que t'es. Tu vas montrer à tout le monde que t'es ça, en fait. Donc ça leur renvoie à son corps directement. Ça la renvoie directement, limite, ça fait l'effet inverse que ce qu'il dit, où il dit, ah là là, mais t'es pas une actrice porno, tu devrais pas faire ça. Non, limite, en disant ça, c'est... Mais tu vas t'abaisser à ça, mais t'en es déjà une, regarde, c'est pathétique, tu vois. Il y a un discours un peu comme ça. Il a jamais été en mode besoin d'argent. Là, c'est sa future femme, il annonce l'idée qu'on montrait son corps pour de l'argent. Je pense que c'est un niveau d'ego qui est exactement. I will if I have to. Absolutely not. Contrôle. Là, on part dans le Nate qui contrôle, qui a une image. I have a really big problem. 'Cause Et là, on a deux résistances de Cassie. C'est-à-dire qu'il y a eu le moment où elle dit If you just let me finish, quand il dit the porn website. Et then we have a really big problem. Il y a vraiment une tentative de Cassie
de s'affirmer de la mauvaise manière, encore une fois, parce qu'elle le fait par le biais de la manipulation et du sarcasme, et qu'en plus, elle essaye en vrai, pousser les limites. C'est un test en disant ça, c'est au lieu de me rassurer sur le mariage, au lieu de me dire que tu m'aimes, qu'il y a d'autres solutions, que c'est peut-être pas les fleurs le problème, que etc. Là, tu m'as réduit à une pute. Et ben, je vais devenir la pute, mais la plus grosse pute que t'aies connue. Tu vois, je le prends un peu comme ça, entre guillemets. À partir de là, c'est vrillage total. Et j'ai même envie de dire, quand il dit absolutely not, en disant ça, il fait croire que c'est une limite saine. Mais en vrai, c'est pas une limite saine, hein, c'est juste un besoin de contrôle. Hein. Il est pas en train de protéger sa femme, encore une fois, parce que protéger sa femme, dans le discours, ça ne se performerait pas de cette manière-là. Il n'y a même pas de considération, il n'y a ni de soin, ni d'empathie, ni voilà, qu'est-ce que j'ai marqué dans mes notes Tu ne fais pas ça parce que moi je dis non. Non, tu ne feras pas ça parce que moi je dis non. C'est pas tu n'as pas à faire ça pour être aimé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça là, en vrai, un vrai mec qui se poserait une question, il se dirait, mais en fait, t'as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu recherches en faisant ça? Tu recherches de l'argent? Tu recherches de la validation? Tu recherches... Dis-moi, parce que c'est peut-être pas les fleurs le problème, c'est peut-être moi, c'est peut-être... Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un de ça, même une amie ou quelque chose comme ça. Cassie, là, jusqu'à maintenant, on avait vu ses copines sur le transat, là. Personne n'est capable de lui dire ses 4 vérités en face. Parce que c'est pas ça. Et lui poser les bonnes questions. Elle est entourée que des gens qui veulent profiter et prendre toujours plus d'elle. Donc forcément, elle devient le monstre que tout le monde attend d'elle aussi. I didn't wait my entire life to have a ghetto wedding. Alors le ghetto wedding, il est en train de faire beaucoup de drama sur internet parce que justement, vu la polémique de Sydney Sweeney, voilà, on a remis en contexte tout à l'heure, je vous laisse deviner les interprétations que cette femme Maga qui parle de ghetto wedding, qui est quand même un mot, le mot ghetto, qui est malheureusement associé à une couleur de peau aux États-Unis, même si nous en France, le mot ghetto, pas du tout. Parce que chez les francophones, pas du tout, c'est vraiment genre le ghetto, c'est... En tout cas, moi, ma vision du truc, peut-être que je suis à côté de la plaque, c'est pas du tout là, quoi. Mais Ah, attends. Bah merde, il y a tes messages qui ont été supprimés. Nate ne s'intéresse pas à ce que veut Cassie. La femme objet. Exactement. Je suis totalement d'écart avec toi. What are you trying to say? That maybe we shouldn't have a wedding if you can't afford a wedding. Et là, c'est là que je vous dis que pourquoi mes théories elles passent. C'est que ça là. Quand je vous dis qu'il y avait l'escalade et le besoin de validation, Cassie, à force de se faire invalider, elle a tenté. Elle a tenté, parce que même si c'est maladroit, elle a tenté de chercher de l'amour. Oui, au lieu de dire putain, mais dis-moi que tu m'aimes. Elle est arrivée en disant tu peux m'acheter des fleurs à 50 000 €? Elles sont bonnes les pâtes, elles sont machin. Donc déjà, son moyen d'expression, entre guillemets, n'est pas sain, parce que des fois, il faut savoir aussi exprimer... par exemple, typiquement, moi je sais que... Je vais prendre l'exemple de moi et ma soeur. Typiquement, imaginons ma soeur, elle a fait un joli dessin. Elle va aller voir ma maman et elle va lui dire regarde, j'ai fait un joli dessin. Elle va dire ah oui, il est très joli ton dessin. Moi, je vais faire un dessin. Puis, je vais laisser mon dessin, par exemple, dans ma chambre. Puis, je vais dire à ma famille j'ai fait un dessin. Et au final, c'est un test. Et ça, je m'en suis rendu compte plus vieille. Le test, c'est s'ils m'aiment vraiment, ils vont me dire ah, bah, montre-moi ton dessin. Et après, quand ils ont le dessin, et en plus, ils vont me valider. Et si au final, ils me disent oh, c'est cool, t'as dessiné. Là, moi, mon test, je le vis comme un échec. Et résultat, c'est la merde. Parce que moi, je me suis fait invalider. Et donc, je le prends encore plus dans mon cerveau comme un moyen que, bon, bah, ma famille m'aime pas. Bon, bah, en fait, mon dessin, c'est de la merde. Bon, bah, en fait, je fais de la merde. Personne s'intéresse à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que quand je parle des tests, là, c'est un peu toute ce chimie-là du test du regarde mon dessin, t'as vu mes pattes, t'as vu les fleurs, t'as vu le mariage, t'as vu ma vie, s'il te plaît, Nate, aime-moi, regarde-moi. Et au final, là, il a pas tout ça, et à partir du moment où il a pas tout ça, là, étape où ça fait mal. Parce que mine de rien, Cassie, contrairement à Nate qui comprend pas vraiment Cassie comprend très bien Nate. Donc là, quand elle choisit de frapper, elle frappe fort, et là où ça fait mal, elle parle de son ego. Là, on parle de bah, t'es sûr que ça? Parce qu'en fait, en ayant un mariage de merde, en fait, ton image, elle va être touchée. Parce que là, t'es le petit mec parfait, dans une maison parfaite, avec la copine parfaite, dans ton travail que t'as récupéré de papa, tu viens d'une ancienne famille parfaite, et là, mais moi, je vais faire n'importe quoi à ton mariage, si j'ai pas mes fleurs. Là, il y aura toute ta famille, t'auras honte. Là, il y aura tes collègues et t'auras honte. Caricature, mais je le vois vraiment comme ça. Voilà, par le biais de la recherche d'attention et de validation. Exactement. I'm treading water right now. I
can't move forward with Sun Settlers till I get the fucking environmental survey. I got interest rates, the regulations, the planning and zoning commission's trying to fuck me in the ass. And Kurt, oh, Désolé, vous avez just pas les not sure sous-titres. if now's the right time to invest. Allez me dire. Then maybe it's not the right time to Surtout get pour married. l'analyse de... Baby, Merde. baby, I'm trying to give you everything that you want. Alors désolé parce que là son monologue il y a des choses à dire. On va appeler. Alors son monologue, bah déjà moi je, mes investissements, mon travail, etc. Encore une fois il parle de pratique, il parle de matériel, elle parle d'émotion. Donc les langages ne se comprennent pas. Et j'ai même envie de dire, en ramenant tout à lui, malheureusement, il fait encore plus que Cassie attendait quand elle a lancé son pic. C'est qu'il lui prouve qu'il en a rien à foutre d'elle, dans sa tête, hein. Là je parle de la tête de Cassie. Et donc ça la valide pour lui faire, bah, ok, maintenant j'ai plus qu'à faire mes trucs, et que tu sois d'accord ou non, là elle va passer dans le mode action. Là où Nate, il a tenté, avec un beau discours, de lui dire, non mais tu comprends, je suis fatigué, j'ai un gros travail, etc. Parce que malheureusement c'est que ça qu'il connaît pour attirer l'empathie chez autrui. Il a parlé de matériel. Il a pas compris que s'il voulait par exemple toucher Cassie, il parle en émotionnel, en 2 secondes il l'a dans la poche, hein. Lui dire, ma chérie je t'aime, même s'il aime pas, t'inquiète pour tes fleurs, même si c'est pas des fleurs on trouvera autre chose. Cassie l'a dans la poche. Non, dans son mode de fonctionnement, et c'est pour ça que je parle aussi de dysfonctionnement chez Nate, et pas que c'est un grand méchant loup, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les outils. Il ne sait même pas. Parce que même dans son mode calculateur de fou, là, il est même pas au courant de comment faire de la manipulation, le pauvre miskin. Mais il essaye, hein. Et résultat, il se met dans la position du sacrifié. Et donc, en faisant ça aussi, il se met dans un besoin affectif, et ça peut comprendre Cassie. Donc je pense que jusqu'à maintenant, ça pouvait marcher avec Cassie dans la période qu'on n'a pas vue. C'est justement de, bah tu vois, non mais je suis fatiguée, j'ai des problèmes au travail, puis là l'environnement qui tombe dessus, machin bidule. Une Cassie dans un discours qui n'est pas dans le moment du mariage, qui n'est pas dans un moment là, je veux partir sur OnlyFans, machin, etc. Bah elle dirait quoi? Mon pauvre petit bébé, tu veux que je te fasse à manger? Oh là là, tu veux que je te fasse machin? Ah s'il te plaît, oh, s'il te plaît. Parce que résultat en se disant, ah bah si je m'occupe de lui quand il va pas bien, il va rester, il va m'aimer, il sera là pour moi. Et donc là, il retente. Mais ça va pas suffire. Le rapport de force est tellement bon, elle est insidieuse, la force des propos de Nate est inutile. Cassie joue beaucoup mieux le jeu de la discussion, elle savait comment il réagirait. Et c'est en ça qu'on dit, si on prend la théorie justement que moi j'avais fait, que Nate est un profil antisocial et narcissique, et que si Cassie est borderline, le narcissisme borderline s'attire profondément. Tout à l'heure je vous expliquais du système de la théorie de l'attachement anxieux et l'attachement évitant s'attirent, mais de la même manière, les narcissiques qui sont centrés, comme on disait, s'il y avait des flèches, c'est vers eux, et les borderline qui sont centrés vers les autres, ça s'attire, et il faut se l'avouer, un mal pour un bien, hein, c'est la première fois que les narcissiques, ils ont des concurrents face à eux, qui sont pas des pauvres petites victimes, hein. Attention, hein. Et donc ça crée justement un certain équilibre et un certain déséquilibre dans l'équilibre, enfin un équilibre dans le déséquilibre. Mais attention, encore une fois, ça, on parle de théorie, je vous explique des mécanismes, on est là pour juger personne. Tous les profils antisociaux et narcissiques ne sont pas comme Nate, tous les profils borderline ne sont pas comme Cassie, et voire même on peut se ressembler à ces personnages-là sans avoir tout ça. Parce que, bien évidemment, typiquement, les troubles, c'est basé sur plusieurs critères. On peut avoir 2 critères, on peut avoir 1 critère, on peut avoir 5 critères, et ne pas l'être. C'est aussi des choses, on peut avoir 2 critères de ci, 2 critères de ça, on peut se retrouver dans tout le monde. Donc, bah, je tenais à le préciser pour faire un petit disclaimer aussi. Parce que c'est important de ne pas surpathologiser non plus des personnages. Doesn't feel that way. I just need... Alors le It doesn't feel that way. Baby, I'm trying to give you everything that you want. It doesn't feel that way. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le visage de Cassie. Parce qu'il y a 2 minutes, elle était sourire en mode manipulation. Et là, le It doesn't feel that way, ça ressemble à quelque chose de réaliste. Ça ressemble à quelque chose de vrai. Par rapport à toute la conversation qui était en contrôle, ça ressemble à quelque chose de... Bah ouais, mais là, tu vois, là, il a brisé. Là, il a dit, j'essaye de tout te donner. Et là, elle essaye de sourire en disant, bah ouais, mais je le ressens pas comme tel. Donc elle met tout sur la table. Elle met carte sur table. Et là, il aurait encore la possibilité de tout flipper à son sens, Nate. S'il est stratégique, intelligent. Il y a moyen de retourner un petit peu tout ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là toute la faille du couple. Il parle d'intention, lui il parle d'intention et d'image, elle parle de ressenti. Elle ne se sent pas aimée et lui il est dans les projets, dans les mots et dans les promesses. Donc dysfonctionne. I
just need to get to the starting line. Starting line? What about the finish line? It's in view. It is in view. We are so close. We're so close. This is going to be our moment. My moment is walking down that aisle, surrounded by my friends. En termes de temporalité, là, c'est important, parce que pour Nate, c'est le début d'une vie. Pour Cassie, c'est la fin. C'est-à-dire que pour Cassie, comme on disait, elle est tellement en recherche de validation que se marier sera un moyen de se dire « Ok, je mérite d'être aimée, je mérite d'être choisie, j'ai été choisie. » Après, ça peut marcher ou pas, mais j'ai été choisie. Là où Nate, le mariage, c'est un outil. Comme la belle voiture, comme la belle maison, comme le beau travail, il faut une femme. Et il faut même des gosses. Donc c'est le début. Parce qu'il va marier sa femme et après, maintenant qu'il a tout ça, qu'il a le profil, il va pouvoir gérer sa vie. Parce que c'est ça qu'on lui a dit, c'est ça que son papa il a fait. Alors que son papa c'était un homosexuel refoulé, il a fait tout ça, et après il a pu justement malheureusement recommencer ses trucs, ses machins, ses bidules, même s'il l'a fait de manière horrible, pas saine, et bref, c'est pas du tout un exemple, il y a quand même ce truc là, et malheureusement il répète le même schéma. Those were the flowers. J'avais mis une phrase bien, mais ça répète un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est... Elle condense sa blessure dans un objet de luxe. Ça veut dire que, comme on le disait, les fleurs représentent les émotions et le fait d'être choisi. Là, Nate n'a pas compris tout ça et pense monnaie. Et là, on sait. Là, c'est une domination par le retrait. C'est le silence comme une arme. Regardez ses regards, c'est... Là, c'est une condescendance. Tu fais ça à un enfant quand il t'a dit une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? What kind of pictures are we talking about? Pretty ones. Et pour finir, on passe de... Comment ça s'appelle? De la... Disagreement, du fait de ne pas agréer à son comportement à une contractualisation de son futur métier. C'est-à-dire qu'il y a 2 minutes, c'était non, tu fais pas ça pour mon image. Et dès qu'il cède, on parle contrat. On parle fiche de poste. C'est quoi comme photo? De quelle manière? De quel truc? Encore une fois, rien d'émotionnel. Et donc là, ça vient de lui prouver tout ce qu'elle attendait. Qu'elle ne serait pas choisie. Qu'il faut qu'elle aille chercher la validation ailleurs. Et qu'en plus de ça, ça va le faire chier si elle cherche sa validation ailleurs. Et peut-être qu'un jour, à force de faire ça, j'en sais rien, il lui prendra son téléphone, il le cassera, et pour Cassie, ça sera une preuve d'amour. D'autant plus avec le parcours qu'elle a eu, justement, familial, etc., ou la violence, ou son père qui pète des trucs, c'est normal pour elle. C'est une preuve d'amour, c'est une preuve de présence. Oh là, comment ça va, Schmidis? Oh là, il faut que j'arrête de balancer, je vous ai fait vibrer. Whiz, on est arrivé, j'ai fait bugger tout mon setup. Bref, voilà, je crois qu'il n'y a plus de phrases de dialogue, si. Pretty ones. You promise me you're not going to show those and your pretty face at the same time? Alors là, je tiens juste à vous dire, hein, cette phrase-là, c'est littéralement découper le corps de Cassie. C'est littéralement séparer son visage de son corps. Donc il y a une sublimation de son corps, de par son discours, mais aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ton visage m'appartient, ton corps a le droit d'être donné. Ce qui, au final, ton visage représente, moi, dans mon petit moment de... Comme on l'a dit, il veut se construire la vie parfaite de l'extérieur. Donc là, il a la maison, là, il a le job récupéré de papa, là, il est en train d'avoir la femme, il aura les gosses. Donc ton visage m'appartient. Ton corps, je suis prêt à céder. Ce qui, au final... voilà, il rentre dans le jeu de Cassie, et en même temps Cassie elle est plus en train d'y perdre que Nate, hein, faut être clair, parce qu'en plus Nate il en vient à une certaine contractualisation, et attends, il y avait une phrase que j'avais mis qui était « Il gère ce qui peut être montré, ce qui doit rester à lui, ce qui appartient au marché et ce qui appartient à son image. Ce n'est pas une limite protectrice, c'est d'une admiration du corps de l'autre. Il n'est pas dans l'amour, il est dans la possession organisée. » Et alors le pretty face... à ce moment-là, genre, je veux pas montrer ta pretty face à tout le monde. Il parle d'elle comme un objet de valeur à persévérer. Voilà les analyses que j'en avais fait.
Et donc le final que moi j'en avais analysé dans cette scène, c'est qu'en gros, Cassie et Nate ne parlent jamais vraiment du mariage. Lui, il protège son image, son pouvoir, sa hiérarchie. Elle teste sa valeur, son désir d'être choisie et sa peur d'être remplaçable. Lui manipule par mépris, cadrage, silence et contrôle. Elle manipule par blessure, escalade, sacrifice et test d'amour. Le plus violent, c'est qu'aucun des deux ne parle d'amour, ils parlent de valeur, de pouvoir et de honte. Donc on a analysé ces 3 séquences d'Euphoria saison 3 épisode 1. Donc comme on a vu, on a des pistes peut-être sur la suite de manière un peu plus précise. On se dit que le côté spirituel, mais aussi le côté addiction pour le personnage de Rue notamment va avoir une grande importance. On voit quand même toujours un jeu perfide quand même de manipulation entre Nate et Cassie et ça nous pose des questions aussi sur l'avenir et sur comment ces rapports de force vont évoluer à l'avenir, même si je pense qu'il va y avoir des éléments extérieurs qui vont venir perturber tout ça, parce que comme on a vu, ils sont quand même dans leur bulle et dans un équilibre dans leur déséquilibre avec leur manipulation. Et voilà, hâte de voir ça lundi prochain. Bon allez, écoutez, des poutous, à bientôt, à lundi prochain pour le react.